Comment ça va les gars? Bonsoir, bonjour, ça va? Manuel, ça va? Il a même pas le micro, Manuel, devant lui. Ça va très bien, merci. Manuel, il met toujours 10 secondes à répondre parce que le micro est toujours très loin de lui. On sait pas pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça démarre toujours par bonjour, comment ça va, alors qu'on sait tous qu'on en a rien à foutre. Mais ça répond pas à ma question. Parce que du coup, je vais te poser la question, donc il faut que le micro soit proche de toi. Bah parce que j'espère qu'on arrive à skipper cette partie. Ah, d'accord. Alors, point moi, numéro 1. Moi, ça m'intéresse comment tu vas. Mais on s'est vu, on est dans la même pièce, tout ça. Oui, mais je t'ai machin, pas demandé ça, comment t'allais. Ça s'appelle du folklore. Mais non, mais Aujourd'hui- il faut quand même qu'on explique aux gens Oui. que là, pendant le podcast, on est potes, mais en dehors, on se parle jamais en fait. Jamais, on peut pas se blairer. On s'adresse jamais la parole, donc j'aime bien qu'au moins dans le podcast, on se demande comment tu vas, la famille, tout ça, la santé, c'est bien. Ouh là 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 là. Allez. Bon, là c'est le sujet de Léo. Ouais. Oula, il y a un truc autour de ça. Non, mais Léo, j'aime bien parce que tu sens qu'il est content et il a une certaine façon d'amener un sujet. Déjà, il dit oh, bon, j'ai noté quelques trucs sur un truc, mais il essaie à ce qu'on lui pose des questions parce que si on s'intéresse à lui, c'est qu'on rentre dans sa conversation. Ensuite, il y a l'enjeu de ouais, mais Manuel va pas vouloir faire cet épisode. Ah non, ça c'est pas un enjeu, c'est un constat évident. C'est-à-dire que avant même de parler d'un sujet à Manuel, je sais qu'il va me dire oh, toi tu es de la merde ou alors oh bah ça les gens ils le savent déjà. Hein. Bon, moi, C'est je- comme le moi, bonjour, je- ça va. Moi je C'est- suis Manuel Diaz, tout le monde est Manuel Diaz, alors les gens ils savent déjà. Hein. Ça c'est très Manuel ça. Et puis finalement, on en parle une demi-seconde, le temps de se servir un premier verre de jus de pomme. Oui. Et puis là, finalement, on démarre et tout le monde est content. Donc Léo, on parle de quoi aujourd'hui? Et ben justement, je voulais vous annoncer un truc, on est tous addicts à la dopamine. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est la dopamine, Romain? Bah, je sais qu'en tout cas, ne serait-ce que notre smartphone peut nous en procurer beaucoup. D'accord, mais qu'est-ce que c'est du coup? C'est ce petit effet de bonheur qui se passe souvent en très peu de temps. Et je sais pas, j'essaie de décrire un truc que j'ai jamais vraiment Non, mais appris. c'est ça, t'as l'idée. Ok. La dopamine, globalement, hein, si on vulgarise, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est un orgasme. Ça n'a pas d'impact sur notre futur, sur notre bonheur à long terme, mais sur le moment, c'est le meilleur truc qui pouvait arriver. Quand t'as un orgasme, ça te procure dans ton cerveau de la dopamine. Mhm. C'est purement un plaisir immédiat. Pour comprendre les effets de la dopamine, oui, qu'est-ce qu'il y a, Manuel? D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que si tu n'avais pas de dopamine à travers l'orgasme, Ouais. eh ben tu te reproduirais pas. C'est vrai? Mm. Ah, c'est fou. Donc on est déjà très égoïste avant de donner. C'est-à-dire qu'on pense pas à se reproduire, on pense déjà à se faire plaisir avant de... La nature est bien faite, si ça ne te procurait pas de plaisir, tu le pratiquerais beaucoup moins. Bah c'est normal en même temps. Imagine que la sensation c'est la même que quand tu te coupes un doigt. Bon, tu vas pas y aller, hein. Ouais, c'est... Oui. Je crois que les chats, ça leur fait ça. Ah bon. Les femelles, c'est comme si on... Ouais. Je te- Ça s'appelle la castration, ça n'a aucun rapport. Non, je te jure, les femelles, elles kiffent pas trop le moment. T'en as parlé avec elle? C'est parce que t'as déjà vu la top d'un chat? C'est hyper tranchant. Hein. Bon, écoute, Quel enfer! Léo, tu me fais peur. Ah putain. Bon, donc la dopamine, c'est ça. Pour comprendre les effets de la dopamine, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience sur des souris, comme d'habitude. Ils ont mis dans leur cage un bouton dont la pression libérait de la dopamine dans leur cerveau, et ça les a complètement baisés. Ils ont perdu l'envie de manger, de boire, de faire l'amour. Ils pensaient qu'à une chose, appuyer sur ce bouton. Et je crois que ça en dit beaucoup sur nous. Si la plupart des gens préfèrent scroller sur TikTok pendant des heures plutôt que de lire un livre qui va leur servir toute leur vie, c'est parce que leur téléphone, tu le disais tout à l'heure Romain, a été conçu pour libérer le plus de dopamine possible, à travers une découverte de contenu infini et des petites bulles rouges qui s'allument quand on a un like. Le problème, c'est que quand on est exposé à une abondance de plaisir instantané, il suffit plus. Il suffit plus. C'est comme l'alcool ou la drogue. Un cerveau surstimulé ne fonctionne plus normalement. Manuel, qu'est-ce que t'en penses? Tes cerveaux surstimulés? Ouais. Bah, il y en a pas assez. Alors, Mais là, il y en a correctement. Correctement. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a eu plein d'articles sur ces questions-là, dans la façon de concevoir les réseaux sociaux, les produits sociaux qu'on a entre les mains. Les UX designers font en sorte que
il y ait des petits moments de dopamine. Par exemple, tu lances Insta, le nombre de likes sur le petit cœur en haut à droite n'apparaît pas instantanément. Il y a une petite latence avant que ton nombre de likes apparaît. Et ben ça, c'est un moment de satisfaction. Et c'est conçu comme ça dans l'application. Et il y a plein de produits numériques qui sont conçus sur ces mécanismes, ce qui rend les choses assez dangereuses. Bah, ça les rend addictives. Voilà. Romain, toi, t'es touché par ça? Bah complètement, j'en ai fait même plusieurs sujets. On avait commencé à en parler tous les deux il y a de ça très longtemps. Et moi, je vois la différence, même si c'est pas tous les jours évident à faire, une différence le matin quand tu te réveilles entre prendre ton téléphone, passer 15 minutes à scroller ou soi-disant je regarde l'actu. Non, t'ouvres Feedly 5 secondes. Peut-être que c'est l'intention de base. C'est mais l'intention derrière, de ça se base. transforme. Voilà, t'ouvres ton application d'actu et puis 3 secondes après, tu regardes autre chose. Versus, tu te lèves et tu prends juste une Kindle pour lire même 5 minutes avant de te lever, de prendre ta douche, etc. Et puis de prendre ton téléphone une fois que tu as fait tout ça, c'est complètement différent. Moi, j'ai l'impression, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, je prends mon smartphone le matin, je regarde un peu soi-disant l'actu et tout ça, au bout de 15 minutes, c'est comme si j'étais fatigué, que j'avais envie de nouveau de me recoucher, comme si j'avais tout vu, tout su, tout lu. Et c'est ce truc très frustrant de se dire, attends, je suis même pas levé, pourquoi je suis déjà saoulé de ma journée? En fait, je suis pas saoulé, c'est juste que j'ai l'impression que rien pourra me rassasier aussi vite et aussi bien que les 15 dernières minutes qui viennent de se passer avec des applications dans tous les sens. Je pense aussi que ton corps comprend pas qu'il est censé se lever en fait, qu'il est censé se réveiller. Parce que tu fais une action qui est juste de rester dans ton lit, de te balancer à la gueule de la lumière artificielle. Donc à mon avis, il y a aussi ce côté physique qui fait que ton corps peut pas comprendre que t'es censé te réveiller. J'ai l'impression que Manuel, toi t'es pas trop atteint par ça quand on en discute. J'ai l'impression que t'as un self-control qui fait que t'es jamais touché par le côté addictif d'un réseau social ou de ton téléphone. Ce serait sûrement prétentieux de dire ça, mais disons que je connais les mécanismes sur lesquels ils sont fondés, donc du coup, à partir du moment où tu sais que ça fait appel à ça, c'est comme quand tu bouffes un truc que tu dois pas bouffer, quoi. Si tu bouffes un truc sucré, tu le fais une fois de temps en temps, mais tu le fais pas tous les jours. Ouais, mais ça demande une autodiscipline de fou. Ah c'est la base de tout, l'autodiscipline. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Dans ta newsletter, dans ma newsletter. Exactement. Moi, je pense que t'as quand même un avantage, Manuel, c'est que t'as décidé, il va dire que t'es vieux. T'as décidé à un moment d'utiliser ces réseaux qui ont émergé, etc. Mais on t'a pas, à 6 ou 7 ans, donné un smartphone avec la possibilité de télécharger des apps. Moi, quand j'avais 7 ans... Non, c'est parce que je veux juste dire par là que je pense que dans la génération d'aujourd'hui, ça demande encore plus d'autodiscipline et c'est encore plus dur parce que ça peut arriver à un âge où tu ne contrôles même pas vraiment ce que tu fais. Et alors ? Quand t'as 7 ans, à table, tes parents savent pas s'occuper de toi et qu'on te file un smartphone pour se dire qu'on va l'occuper, tu t'occupes malgré toi, mais tu te dis pas à 7 ans, attends, je sais comment les mécanismes fonctionnent. Ok. Et à 15, c'est-à-dire 7 ans plus tard ? Oui. Non, ça je suis d'accord. Après, à partir d'un certain âge, t'es conscient de ce que tu fais, de ce que tu peux faire. Ça, je suis complètement... Je dis juste que... J'en ai ras le cul qu'on trouve des excuses à la médiocrité des gens. Mais je suis d'accord là-dessus, mais c'est quand même plus difficile. C'est tout. Oui, mais c'est quand même plus difficile quand t'as 7 ans, on t'a donné un smartphone. Et alors ? Ça fait plusieurs années. C'est plus difficile, et alors ? Ça fait plusieurs années que Est-ce que ça t'excuse ? T'as des habitudes de merde que tu dois supprimer. Oui. En plus de l'autodiscipline, tu dois te réhabituer à de nouvelles sources de plaisir, la lecture, l'apprentissage. Mais il y en avait d'autres, des sources avant. C'est juste que on se trouve des excuses, mais il y en avait d'autres. Il y avait des gens qui étaient accros au jeu, il y avait des gens qui étaient accros à d'autres choses. Donc non, à un moment, la différence entre le statut d'enfant et le statut de préadulte et puis le statut d'adulte, c'est que tu es conscient de tes choix et de la conséquence qu'ils ont pour toi. Parce qu'à un moment, t'as quand même pas des épinards trop cuits dans la tête. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais en conscience des choix. Et moi, j'en ai ras le cul qu'on trouve des excuses aux gens pour tout. Donc on leur trouve des excuses parce que ils sont accros à quelque chose, on leur trouve des excuses parce qu'ils se bougent pas leur cul, on leur trouve des excuses parce qu'ils font pas de sport, on leur trouve des excuses parce qu'ils regardent Cyril Hanouna à la télé, on leur trouve des excuses parce qu'ils lisent un livre tous les 10 ans, on leur trouve des excuses parce que tu comprends, faire un régime c'est dur et puis il y a du sucre partout maintenant, etc. On leur trouve des excuses parce qu'ils ne se font pas à bouffer, ils préfèrent se faire livrer des trucs dégueulasses et considérer leur corps comme une poubelle. Et on continue comme ça longtemps, où on décide d'élever des adultes. Et pour autant, dans ton approche, tu supprimes rien, tu règles pas les problèmes de façon mécanique. C'est-à-dire que si vous ouvrez le téléphone de Manuel, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a les mails, il y a Snapchat, et pour autant, t'as cette autodiscipline-là, parce que à l'inverse, t'aimes pas non plus les gens qui se disent
ah, je vais supprimer cette application pour arrêter de l'utiliser. Tu te dis, bah, c'est encore plus triste que ça, c'est moi, en fait. ça c'est moi. Ouais. Bah, ça, c'est un peu C'est de la l'inverse. défaite. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, bon, je vais pas gagner le combat, donc je préfère éviter le combat. C'est exactement moi. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Romain. Et c'est pour ça que j'ai pré-shot le fait que tu allais dire que Manuel était vieux. Parce que moi, j'ai pas eu de smartphone à 7 ans. À 7 ans, j'avais pas de smartphone. J'en ai pas non plus à 10 ans. J'en ai eu un au collège. Bah, Pour les gens autant- ne savent pas que tu as commencé sur l'iPhone 12. Hein. Ce serait marrant. Ce serait drôle. Pour autant, bah, je suis quand même fucked up à ce niveau-là aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui sont aussi, voire plus baisés que moi et qui passent toute leur journée sur Candy Crush. Ah oui, oui. Donc je suis oui, pas c'est vrai. certain qu'il y ait une corrélation avec l'éducation que tu as reçue quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait une grosse présence de technologie, etc. Je suis pas certain que ça vienne de là, je pense simplement que ça dépend de ton autodiscipline et de ta résistance à ces addictions-là. J'ai eu une image dingue dans le dernier vol que j'ai pris en avion. Tu avais vraiment deux personnes l'une derrière l'autre, à peu près du même âge, même tu vois, statut, on aurait dit social, etc. T'avais une personne qui a joué pendant 1h30 à Candy Crush, l'autre personne qui a lu un livre physique pendant 1h30. Ouais, Je mais me suis attends, dit, putain, moi, je condamne pas les gens qui jouent à Candy Crush. Hein. Le mec, s'il veut jouer à Candy Crush pendant toute la durée de son vol, c'est pas le problème. d'ailleurs, Donc, le problème, c'est le mec qui joue à Candy Crush de façon compulsive, Ouais. sans plus jamais y réfléchir. toi, t'as Ah. passé des heures sur TikTok, par exemple. Ah bah, bien sûr. Et ça nous a aidé, et ça nous a permis d'être à peu près sûr de certains talents qu'on a choisi de caster chez Influx. Tu peux nous parler des talents qu'on n'a pas choisis et que tu adores et dont tu es follement abonné sur TikTok? C'est quoi tes abonnements T'es préférés follement sur TikTok? abonné à des gens? Ouais. Ah, j'ai une passion sur TikTok. Il fallait qu'il vous l'a dit, celle-là, elle est Ah, je exceptionnelle. sais, j'ai une passion sur TikTok que je trouve exceptionnelle. Je pourrais la faire en dual screen parce que ça m'inspire des commentaires mais vraiment extraordinaires. J'ai une passion pour tous les comptes qui font de la voyance sur TikTok. Ah Des tirages de cartes, etc., etc. Alors, le côté, si tu tombes sur ce TikTok, c'est qu'il est fait pour toi. Non, en fait, c'est que l'algo l'a décidé pour toi. En fait, déjà, ça n'a rien à voir, en fait. Ils Et sont ensuite, le storytelling qu'il y a derrière ces trucs est absolument extraordinaire. C'est une industrie du bullshit magnifique. Bah oui, la voyance. Et là, je trouve ça fabuleux. Et je trouve que cette industrie sait se moderniser. Donc, ils utilisent des canaux. Et tu regardes les stats, Ah, c'est des... c'est de dingue. dément. C'est dément. Moi j'adore C'est ceux qui la font du preuve. karaoké. C'est la preuve que les gens sont prêts à se raccrocher à peu près n'importe quoi qui les rassure, en fait, ou qui leur donne un petit bonbon sucré parce que ça va pas bien, en fait. Oh, ça ira mieux demain. Ben, la dopamine, c'est exactement ça. D'ailleurs, ce coin frais de trucs sucrés, ça provoque de la dopamine. C'est pour ça qu'en général, on grignote. C'est-à-dire que c'est un truc qui casse l'ennui ou alors une situation un peu de tristesse avec un shot de dopamine, un shot de plaisir immédiat. C'est complètement lié à ça. Léo, toi, du coup, tu règles le problème en supprimant l'app. Ouais, moi, j'ai pas, j'en suis pas fier, mais j'ai pas honte de le dire que je suis complètement fucked up par l'abondance de contenu. C'est un truc, Ah ouais? je consomme du contenu tout le temps. Et pourtant, j'ai pas l'impression... Ou alors, oui, Bah, je le vois pas, mais j'ai pas l'impression. Non, vraiment, je En fais même que temps, ça. tu n'as plus accès à son bureau. C'est vrai. que j'ai coupé ton accès à mon bureau. Quel connard. Non, vraiment, je fais que ça, que ce soit du jeu vidéo, écouter des podcasts, de la musique, regarder des vidéos, etc. Je fais énormément ce truc-là. Et j'ai du mal à m'en séparer. Même juste aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est un truc que je fais beaucoup. Et Twitter, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je suis obligé de supprimer l'application parce que sinon, j'y passe beaucoup trop de temps. Mais globalement, si on prend ton sujet et qu'on s'élève un peu et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on élève toute une génération dans l'instantanéité, la satisfaction immédiate. Ouais. Et que c'est très compliqué aujourd'hui de vendre le travail de fond, l'abnégation, la constance, la traversée du désert à certains moments quand tu bosses tous les jours et qu'il n'y a pas de résultat ou qui tarde à venir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs qui abandonnent. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes la preuve de la persévérance. C'est-à-dire que à un moment, le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de vues que vous faites, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et heureusement que vous avez persévéré. Et si vous aviez été que accro à la satisfaction immédiate et à la dopamine, ben ça n'aurait pas marché. Et donc, je trouve qu'il est responsable de dire, même si ça n'est pas facile à vendre comme propos, que il n'y a pas d'autre issue que le travail de fond, la persévérance,
le fait que ça va être difficile, le fait que le succès ne va pas venir facilement et que tout ce qui vient rapidement et facilement est en général éphémère et malsain. Parce que c'est ce qui a été très difficile pour moi. Je pense que je suis sauvé par mon ambition de raconter des choses et de le faire bien, parce que sinon ce truc-là, cette addiction au contenu et aux réseaux sociaux, etc., ça m'aurait tué en fait. Et tu avais donné une clé à un moment qui était intéressante, Manuel, c'était choisissez bien par exemple les contenus que vous allez regarder ou auxquels vous allez vous intéresser. Moi je pense par exemple aux livres, je pensais pas trouver de la dopamine, mais de la bonne dopamine dans des livres, mais des livres qui me plaisent, sur lesquels je peux parfois retenir des phrases sur ma Kindle, etc. Je classe après mon truc en notes et tout. Même 20 minutes par jour, je sors de ces 20 minutes et je me dis, tu vois, même si j'avais rien fait d'autre dans la journée, j'ai appris et j'ai noté des choses que j'aurais pas pu faire hier et ça me donne juste un sentiment de satisfaction perso, quoi. Bah ça c'est super. Après le problème c'est qu'il faut arriver à passer à autre chose que boulet bill, quoi. Mais Quelle patte. Tu parles de Elon Musk et de Jordan Belfort quand tu dis Boléville, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est de plus en plus ça d'ailleurs. On a quand même fait 2 épisodes, hein. On a fait notre BA, hein. Ça t'a fait plaisir, hein. C'est vrai, on arrête de parler de Jordan Bell. Ça suffit. C'est quoi pour vous votre plus gros challenge pour être anti-dopamine immédiate comme ça? C'est quoi le truc auquel vous avez vachement de mal à résister? En fait, le plus gros problème autour de ce sujet-là, c'est que le téléphone, la télé, le jeu vidéo, tout ça, ou la masturbation, puisqu'on parlait d'orgasme, c'est tellement facile, c'est tellement accessible que si tu te construis pas une carapace et une autodiscipline, tu vas forcément tomber là-dedans. Tu vas forcément choisir de prendre ton téléphone pour scroller TikTok plutôt que de lire un livre ou plutôt que de travailler sur ta prochaine vidéo, parce que ça va être difficile. Et ça va pas être 100% du plaisir. À la fin, tu vas y trouver un bonheur. C'est-à-dire le bonheur d'avoir réussi quelque chose, d'avoir construit quelque chose de tes mains, ça c'est le vrai bonheur. Mais le plaisir immédiat, il est tellement facilement accessible et il te récompense tellement sur une très courte durée, mais il te récompense quand même et tu ressens ça dans ton cerveau, que tu vas toujours choisir cette solution-là. Et c'est ça qui est hyper dangereux. C'est que c'est un cercle vicieux. Tu deviens addict à ce plaisir momentané, instantané, et t'es obligé de le reproduire en permanence pour que ça perdure. Le problème, c'est que plus tu connais ce bonheur-là, plus t'en as besoin et plus il t'est difficile d'accès. Donc les plateformes, ton smartphone, etc., ils sont obligés de renforcer ce lien-là que tu as avec ce téléphone, de mettre toujours plus de likes, de sonorités, etc., pour te rendre encore plus addict. Toi, Léo, du coup, ça serait Twitter? Je pense que c'est Twitter, ouais, parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses et tout. Ouais, ce serait Twitter. C'est pour ça que je supprime tout le temps cette application. En fait, je passe ma vie à supprimer Twitter. Et toi, Manuel? Mon avis sur cette question? Non, si tu devais t'auto-juger en te donnant ton plus gros point faible, s'il y a un truc auquel t'as quand même du mal à résister, qui te procure un peu cette dopamine et que tu kiffes et que t'as du mal... Moi, je suis pas patient. Je considère que le temps est un stock limité dont on ne connaît pas la profondeur et que les trucs qui vont lentement m'agacent. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais je ne suis pas patient et je ne compte pas le devenir. Après, ce que m'inspire ce sujet, c'est que je vais dire un truc qui paraît très arrogant, mais que je pense. Je dis, ça veut pas dire que je le suis, ça veut dire que je le pense. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu regardes les gens autour de toi, la très vaste majorité tendent vers la satisfaction immédiate que décrivait Léo. Ouais. Bah, la très vaste majorité ont un destin tout à fait banal. Ouais. Donc si tu veux être hors du commun, change les données de l'équation. C'est pas de moi, c'est de Einstein. Donc si tu veux des effets différents, si tu aspires à des résultats différents, si tu aspires à ne pas avoir un destin banal mais hors du commun, alors change tes pratiques. Et si tu veux augmenter ton autodiscipline, rappelle-toi tous les jours que quand tu vas vers une satisfaction immédiate, tu amoindris le niveau de tes ambitions. Ça aide. C'est pas du tout arrogant, pour moi c'est évident. J'en parlais. Le succès, c'est toujours la conséquence de moments plus difficiles. C'est toujours quand t'es tout seul à ton bureau en train d'essayer de te creuser le crâne pour créer quelque chose, c'est pas un moment de plaisir. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle jamais. Non. C'est-à-dire que moi, je rêverais que quelqu'un me parle de tout ce que j'ai raté. Je rêverais de donner une interview sur tout ce que j'ai raté. Ce qui compte, c'est pas le nombre de fois où tu as échoué, c'est le nombre de fois où tu t'es relevé. C'est très américain, mais nous on le fait beaucoup moins. Et c'est la réalité. Si tu es tombé 7 fois et que tu t'es relevé 8, ça marche. Si t'es tombé 7 fois et que tu t'es relevé 6, ça marche plus. Ouais. Donc il faut absolument partager ce qui nous fait douter, ce qu'on a raté, ce qu'on aurait pu faire mieux. Ça, c'est hyper important.
Et on n'en parle jamais. On préfère vendre uniquement le résultat et uniquement ce qui a été réussi, uniquement ce qui s'est vu du plus grand nombre et ce qui est le plus facilement constatable. Moi, c'est le truc qui me fait le plus chier. Je ne fais plus aucune interview sur ma carrière, les boîtes que j'ai montées, ce que j'ai fait par le passé, etc. Je refuse de faire ça. Alors s'il faut faire une brève introduction, je la fais, mais ça m'emmerde en fait. Je veux parler du projet que je fais en ce moment, parce que le projet que je fais en ce moment, avec vous d'ailleurs et d'autres créateurs, qui est Influx, c'est potentiellement un échec. Et donc ça m'intéresse de parler d'un truc risqué, de parler d'un truc sur lequel on n'a pas encore de certitude, de parler d'un truc qui me fait réfléchir, qui me fait douter, qui me demande de me battre, de trouver les meilleures équipes pour le réussir, etc. Ça c'est intéressant. Mais parler des trucs qui ont été réussis et qui sont dans ton track record, dans ton CV, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je sais pourquoi on n'en parle pas. Le problème, c'est que si moi, en tant que youtubeur, je vais dire aux gens, ce que je fais, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Du moins en France, je sais pas dans les autres pays. Ils vont me dire, ça va quand même, le mec il fait sa passion, il peut travailler aux horaires auxquels il veut travailler. Bien sûr, mais il fait ce qu'il veut, il a pas de patron. Donc la plupart des gens se refusent à parler de ce qui est compliqué dans leur travail parce que ils se disent il y en a qui font des travails qu'ils n'ont pas choisis, donc moi j'ai pas le droit de parler de tout ça. Là-dessus, j'ai un débat avec un proche, c'est moi j'arrive pas et j'ai beaucoup de mal à me plaindre parce que je relativise toujours énormément et parfois beaucoup trop. Et la personne avec qui j'en parle me dit à chaque fois, oui, mais en même temps, si tu vois la personne la plus démunie comme référence, forcément t'auras jamais de problème et tu pourras jamais te plaindre, et en même temps t'es un être humain, blablabla. Mais non, mais c'est vrai ce que dit Léo, c'est qu'en fonction de ton point de référence, t'as du mal à partager. Ouais, mais ça me gaspille. C'est-à-dire que tu as le stade, ça me fatigue, et au-dessus de ça, ça me gaspille. Et donc, ce type de raisonnement. T'es comment du coup? T'es plus toi en train de te dire, on peut se plaindre, on peut dire qu'il y a des choses qui vont pas, etc. parce que on parle juste de nous et de notre prisme, ou est-ce qu'on n'a pas le droit de se plaindre dans certaines industries, dans certaines façons dont on a de travailler, etc. Toi, tu t'en fous, tu parles juste de... Oui, Léo, je te sers, putain. Ah, merci. Je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre de ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire que ton enjeu dans ta vie, c'est ton combat avec toi-même. Ah, donc t'es plus d'accord, ok, avec le proche dont je parle, plutôt que moi, quoi. C'est exactement... j'ai 8, mais la moyenne de la classe, c'est 6. Oui, mais... Et donc, c'est bien, du coup. Je donne un exemple et on le coupe exaspérant. Ou pas. Okay. C'est exaspérant. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qu'il en est par rapport à ton propre potentiel? Est-ce que tu déploies ton potentiel? Est-ce que tu joues à ton niveau? Est-ce que par rapport à tes capacités, tu as fait le maximum? Est-ce que tu as quelque chose à regretter? Est-ce que tu aurais pu travailler plus, faire quelque chose de plus pour obtenir un meilleur résultat? T'es dans un combat avec toi, t'es pas dans un combat avec les autres. Donc qu'il y ait des plus malheureux ne doit pas te réconforter, et qu'il y ait des plus heureux ne doit pas te faire devenir envieux. Ok. Voilà. C'est ton destin avec toi-même, en fait. Tu vas pas être enterré avec Bernard Arnault ou avec le SDF du bout de la rue. À la fin de ta vie, tu auras quelques minutes pour tes derniers souvenirs, tu seras pas enterré avec ton fric ni avec les autres. Donc on arrête de me faire chier avec la moyenne, la comparaison aux autres, etc., etc. Essaye d'avoir eu un bon destin, d'avoir contribué le plus positivement à ta propre évolution et au reste du monde si tu le peux, de ne pas avoir retiré l'échelle après toi, d'avoir fait la courte échelle aux gens que tu avais envie d'aimer, d'inspirer, de faire grandir, etc., parce que ça va te donner de la satisfaction. Et ça, c'est pas de la dopamine, c'est l'oxytocine, qui est mon hormone préférée. Un psychopathe, Dexter. Et qui va avec la sérotonine. Je t'offre quoi pour Noël? Et l'anecdote est folle, hein. L'oxytocine, vous voulez que je raconte 2 secondes? Ah bah oui. Non. Ok. L'oxytocine, c'est un truc de dingue. Tu es, par exemple, un parent et tu vois ton enfant sur la scène en train de se voir remettre un diplôme. Ton enfant va être fier de lui. Le sentiment de fierté va lui faire sécréter de l'oxytocine. Et le lien que tu as avec lui, au moment où lui sécrète de l'oxytocine, toi en tant que parent, au même moment, tu en sécrètes aussi. Et vous avez exactement la même sensation hormonale. C'est ce qui crée le sentiment de fierté partagée. C'est pour ça que quand j'ai réussi quelque chose, Manuel, Ah non, du coup non. Non, je ne sécrète jamais. rien du tout. Ah putain. Il croit que t'es son papa, en fait.
C'est inquiétant. C'est ce qu'il vient de dire. C'est inquiétant. Pas du tout. Mais justement, ça rejoint la question, c'est est-ce qu'on a besoin du coup de la dopamine ou est-ce qu'il y a d'autres formes de... Oui, c'est quand même une hormone que te transmet ton cerveau dont tu as besoin. Le problème, c'est l'excès de cette dopamine. Le problème, c'est qu'on a conçu des outils qui en produisent beaucoup trop. Du moins, si tu veux bien les consommer. Ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit tout à l'heure, Manuel, c'est que quand on parle de la dopamine, il y a très vite ce discours de dire, en fait, on peut pas lutter parce que l'humain a créé des outils qui sont trop addictifs pour s'en défendre. Et c'est un petit peu l'attitude que moi j'ai quand je supprime Twitter, c'est que je me dis, en fait, je peux pas lutter contre ce truc-là parce que les développeurs, ils sont juste trop forts et je suis obligé de m'en séparer radicalement pour lutter contre ça. Mais moi, j'ai rien contre la dopamine. C'est la façon de l'obtenir qui me dérange. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que lancer Twitter te provoque de la dopamine, c'est super, tu le sais. Faire une séance de sport va te faire lâcher de la dopamine dans ton corps. Faire une bonne action aussi. Et il y a d'autres sources. À partir du moment où tu as un cerveau qui fonctionne et que tu en es conscient, je te dis juste, trouve d'autres sources et essaye pas d'utiliser... je sais, vous me reprenez régulièrement sur cette expression mathématique, mais que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle la ligne de plus grande pente. C'est-à-dire la solution la plus facile. Quand est-ce qu'il a déjà dit ça? Oh, si, il le dit souvent. J'aime beaucoup cette expression. Il t'a éduqué quand même, pourquoi tu... Mais arrêtez, mec. Mais le problème, c'est que... Visiblement, j'ai pas fini. J'allais dire un truc, mais je me suis auto-censuré, c'est très bien. Oui, c'est très bien, je pense. Le problème, c'est que quand il te suffit de sortir ton téléphone pour en sécréter, pourquoi j'irai à la salle, tu vois? Exactement. Et je pense que, du coup, c'est le combat que je mène à ma petite échelle. Ouais. Dans mes relations professionnelles, dans les gens qui sont dans mes équipes, dans les gens à qui j'écris, etc., etc. Mon combat numéro 1, c'est celui de combattre la facilité. Ouais. Je pense que tout ce qui s'obtient par la facilité est dangereux, éphémère, fabrique le syndrome de l'imposteur et une génération de grands déprimés qui arrivent à grands pas. On en voit déjà de plus en plus de gens qui ont eu des succès très éphémères dont ils ne connaissent pas les ressorts, dont ils n'ont aucune idée de l'aboutissement, de la durée. Donc en fait, ça fabrique de l'angoisse à grande échelle. Et c'est pour ça que je suis avec autant d'animosité contre la télé-réalité, par exemple. Ah, je suis d'accord. Mais ça fabrique de l'angoisse parce que t'as aucune perspective. Mais parce que tu sais même pas pourquoi il t'arrive ça. Ouais. Tu n'as aucune idée. Moi, je défends un truc compliqué qui est de dire explore-toi, comprends quelles sont tes qualités, quelles sont tes zones de progrès. Je vais pas parler de défauts, mais plutôt tes zones de progrès. Quelles sont les zones dans lesquelles tu dois pas du tout aller parce que de toute façon, ça te fait peut-être envie, mais tu n'as aucune capacité là-dedans. Sois réaliste, travaille, progresse, apprends, réitère. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça fait des personnalités qui sont capables d'appréhender l'adversité de ce monde. Est-ce que vous saviez qu'il y a une solution à ça? Il y a des gens, alors je ne veux pas dire des scientifiques parce que je ne sais pas du tout à quel point c'est scientifique, il y a des gens qui font des détox de dopamine. Ça consiste à te couper de ces plaisirs immédiats dans une période donnée pour stabiliser tes niveaux de dopamine dans le cerveau et resensibiliser ton cerveau à des plaisirs plus naturels. Genre 3 jours sans technologie. Exactement. Tu prends un week-end, pas de téléphone, pas de télé, de jeux vidéo, d'alcool, de masturbation, de grignotage, tout ce qui te procure un plaisir immédiat mais qui est mauvais pour toi à terme. Tu fais rien de tout ça. Rien qui pourrait tuer ton ennui par un plaisir immédiat. Ça va pas être le meilleur week-end de ta vie, mais l'objectif, c'est précisément de t'ennuyer. Pour que par contraste avec l'ennui, les tâches difficiles, qui te sont bénéfiques à long terme, paraissent agréables. Et depuis tout à l'heure, on fait juste des vannes, etc. Moi, j'ai aucun problème à parler de ça. La masturbation, c'est une catastrophe. Ah les oui, périodes, je le dis sans déconner, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, etc., et qui se disent putain, je me masturbe 2-3 fois par jour, etc., tu arrêtes pendant 3 jours, tu vois ton niveau de concentration, ton niveau aussi d'excitation à faire les choses, etc. Enfin, vraiment, t'es une loque en te masturbant tous les jours. Parce que au-delà de la masturbation, la dopamine agit aussi sur ton niveau de concentration, sur ton humeur, etc. Complètement.
Et en plus de ça, tu peux devenir précoce en te masturbant beaucoup trop. Donc, Ah ouais? ouais, un excès de dopamine, quel que soit le domaine, a des conséquences à long terme qui sont assez dramatiques. T'as jamais fait, toi, Manuel, 2 jours Détox de dopamine. avec des gens? Mais moi, J'imagine j'ai trop. trop envie de le mettre en place, j'en ai besoin. Ouais, t'avais fait un... On avait fait 3 jours sans technologie, mais Ouais. cette expérience-là m'a appris que effectivement à long terme, ça n'a pas d'impact, mais tu ressors de ce truc-là, t'es C'était revigoré, c'est exceptionnel. Tellement bien. C'était incroyable. Alors là, c'était très extrême, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, d'aller dans une cabane. Ouais, c'est ça qui m'ennuie en fait. Dans les bois. C'est l'approche, c'est des régimes extrémistes en fait. Tu supprimes ça et ça. Bon, t'as un élan de motivation qui existe, tu vas le tenir pendant un certain moment et puis à un moment tu vas craquer parce que dès que t'es dans un système extrémiste, tu peux pas le tenir longtemps. Et moi, je préfère l'approche réfléchie, raisonnée, qui s'appuie sur ta compréhension des choses et qui ne nie pas le fait que la tentation existe, mais qui t'apprend à la gérer ou qui t'apprend à la doser. En fait. Juste pour donner une observation sur Manuel, parce qu'il va avoir du mal à parler de lui comme ça, mais moi je le vois faire. Ce qui est dingue, c'est que parfois en pleine année, en pleine semaine, Manuel peut te dire « je prends une semaine, contacte-moi que pour les trucs urgents, etc. » Et il va faire un call dans la journée, mais ça sera le call où il aura vraiment de la valeur à être là, etc. À d'autres moments, en pleine vacances, il va solliciter beaucoup, etc. parce qu'il sait que c'est le bon timing pour le faire. Et à d'autres moments, dans les week-ends, mais je pense que s'il envoie 2 SMS, c'est le bout du monde. Alors que quand je vois le regard que posent les gens sur Manuel, qu'ils le côtoient un minimum, ou certains créateurs, etc., ils pensent que Manuel a un smartphone greffé dans le bras et qu'il passe sa journée au téléphone. Peut-être. Et moi, je suis mort de rire parce que parfois, je le vois dans son bureau. Il y a un article et pendant 1 heure, personne... Enfin, il peut être dérangé, mais il répondra jamais parce qu'il sait que sa valeur se passe maintenant sur ça, sur ce qu'il va lire. Et c'est avec beaucoup de difficultés, mais c'est là que j'ai appris la différence entre la quantité et la valeur de ce que tu fais. Ça sert à rien d'être en train de travailler. C'est pour ça, avec tout ce que dit Manuel depuis tout à l'heure, Manuel n'est pas en train de prôner le fait de travailler de 6h du matin jusqu'à 2h du mat, parce que sinon c'est pas bien. Pas du tout, en plus. Mais voilà, c'est surtout apporter de la valeur. Manuel, par exemple, m'a déjà dit, en pleine semaine, il m'a dit, là tu commences à t'emmerder, parfumer un cigare et boire un verre de whisky. Il était 14h du bureau. Ça, tu seras bien meilleur. Il le fait dans tous les cas, pourquoi tu lui as dit? Tu seras bien meilleur à un café à une terrasse. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, il faut que je sois devant mon ordi en train de faire, etc. Mais juste parce que Manuel part du principe qu'en faisant un truc vraiment différent, etc., je vais prendre un moment pour faire ce qui a vraiment de la valeur et je vais supprimer automatiquement tout le reste. Mais moi, je fais l'éloge de l'ennui. Hein. Mais c'est exactement ça que défend la détox de dopamine. Et justement, pour arriver à ce que tu disais, je pense que quelqu'un comme moi a besoin d'une rupture assez forte, par exemple d'un week-end de détox de dopamine, c'est-à-dire que je prends pas mon téléphone, je regarde pas la télé, etc., pour reset un petit peu mon cerveau et recommencer sur de bonnes bases. Par contre, ce que toutes les études disent sur la détox de dopamine, c'est que tu fais pas ça le week-end pour le lundi matin te réveiller avec ton téléphone et reprendre tes habitudes. C'est sûr. C'est exactement comme si tu bouffais McDo juste après avoir fait 3 heures de sport. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est les mecs qui se disent je vais à la salle toute la semaine, le week-end, je peux bien manger 8 choucroutes et faire toutes les entrées au foie gras. Bah, vaut mieux manger un peu mieux toute la semaine et pas aller au sport, en fait. Non, ce que toutes les études disent, c'est que en revanche, une fois que tu as fait ça, si tu veux que ce soit efficace, bien sûr, il faut reprendre ton rythme de vie avec quelque chose de productif. Parce que sinon, tu vas retomber exactement dans le même piège. Tu vas retrouver le plaisir immédiat de Twitter, TikTok, etc. Non, il faut reprendre avec quelque chose de productif et c'est là que tu vas retrouver du plaisir à faire quelque chose qui pour toi est bénéfique à long terme. Je pense que l'équilibre et la conscience des choses sont des ingrédients très importants. Ouais. Ne pas verser dans des systèmes très totalitaires et extrémistes parce que tu hypothèques tes chances de les faire durer. Ouais. Et avoir la conscience de ce que tu es en train de faire, de ce qui se passe, qui te permet de mesurer véritablement le prix de ton effort, le sens de ton effort, mais aussi les résultats qui vont avec. Donc, plus tu es pragmatique, plus tu es éclairé, moins ta vie sera sombre. Coupez un peu le podcast et profitez du silence. Merci les gars. La bise.